les conférences du Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. On va commencer cette conférence. Bonsoir à tous, merci de votre présence nombreuse. Donc on continue le cycle de conférences autour de l'exposition Jean Moulin, avec ce soir Christine Lévis-Touzet, qui était membre du conseil scientifique de l'exposition et aussi membre du conseil scientifique institutionnel du musée, et qui a longtemps dirigé le musée Jean Moulin, musée de la Libération de Paris, musée Leclerc, je ne l'ai pas dit dans l'ordre, qui est situé à Paris, qui est notre partenaire pour l'exposition, et qui est historienne et chercheuse, auteure de nombreux livres. Alors, vont se succéder à cette table plusieurs intervenants, tous membres du conseil scientifique de l'exposition, pas ce soir, hein, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, pardon. Idéalement, on aurait eu un catalogue à vous montrer autour de cette exposition. Il n'est pas encore fini d'imprimer, mais ça ne saurait tarder. Et dans ce catalogue, vous trouverez un article de Christine sur le même sujet qu'on va traiter ce soir, à savoir Jean Moulin et De Gaulle. Donc je vais laisser la parole à Christine pour 3/4 d'heure ou une petite heure d'intervention, puis on pourra prendre un temps d'échange à l'issue. Merci Isabelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Charles de Gaulle et Jean Moulin. Et tout naturellement, je vais commencer par citer les mémoires de guerre et citer ce qu'en dit Charles de Gaulle de Jean Moulin. Il était de ceux qui incarnent leur tâche et qu'à ce titre, on ne remplace pas. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il pense après l'arrestation, la disparition de Jean Moulin, plus tard en juin 1943. Le propos de ce soir, c'est de vous montrer, non pas de vous rappeler ce qu'a été la carrière de Jean Moulin, mais lorsque Jean Moulin est reçu par le général de Gaulle et de manière insistante à déjeuner le 25 octobre 1941, le général de Gaulle sait qui il est, Jean Moulin, ce qu'il a fait, préfet engagé, préfet de Réloir qui, le 17 juin 1940, dans la nuit du 17 au 18 juin, il n'a pas entendu l'appel du général de Gaulle et pour cause, a été torturé, tabassé par les soldats de la Wehrmacht qui voulaient lui faire signer un document accusant à tort les troupes sénégalaises de l'armée française de sévices sur les populations civiles, alors qu'il s'agissait de victimes de bombardements. Il savait que Jean Moulin a livré cet acte de courage, cet acte de conscience, qui est unique en juin 1940 parmi le personnel de la préfectorale. Il savait aussi que c'était un préfet de gauche très engagé et qu'à ce titre, l'ennemi pour Jean Moulin de 1940 n'était pas l'ennemi de ses arrière-grands-pères, les Prussiens, ou les Prussiens également de la Première Guerre mondiale, mais les nazis, faisant la part des choses. Et de ce fait, l'homme qui se présente, préfet, a la très belle carrière, et qui est encore jeune, 40 ans, a fait son devoir dans des circonstances extrêmement dramatiques, et est resté à son poste jusqu'en novembre 1940. Là, je vous montre une photo envoyée à sa famille, juste quelques jours après qu'il ait tenté de se trancher la gorge pour ne pas céder sous les coups de ses bourreaux. Je vous renvoie du reste au très beau texte écrit par lui-même quelques mois après, fin 1940, lorsqu'il a été relevé de ses fonctions. Il écrit le témoignage, il relate les épisodes de Charles du 14 juin à novembre 1940 dans un journal avec très peu de ratures. Sont présentés dans l'exposition un des 4 blocs de sténodactylo sur lesquels il a écrit de sa belle écriture cursive le récit de ces journées. Et cette photo a été envoyée à sa famille pour les rassurer quant à son sort. J'ajoute que dans cette lettre que vous n'arrivez peut-être pas à lire,
Elle était datée du 15 juin 40 à sa famille. Son post-scriptum indiquait « Si les Allemands, 15 juin 40, je vous ai rappelé, dans la nuit du 17 au 18 juin 40, il attente à ses jours parce qu'il refuse de céder sous la torture. Et là, le 15 juin 40, il avait écrit à sa famille « Si les Allemands ils sont capables de tout, me faisaient dire quelque chose de contraire à l'honneur, vous savez déjà que ce n'est pas vrai. » Donc une appréciation juste de ce qu'est l'ennemi. J'ajoute que le général de Gaulle en sait assez pour savoir qu'il y a eu aussi qu'il a résisté aux pressions du gouvernement de Vichy dans l'exercice de ses fonctions, aussi bien dans l'application des mesures à l'égard des francs-maçons qu'à l'égard des juifs également, et qu'en octobre 1940, comme vous l'indique cette carte, qui est datée d'octobre, du 20 octobre, qu'il envoie à sa famille, il se dit Pierre Romanin. Il était encore en fonction, 26 rue des Plantes. En fait, son studio, dont est présenté ici dans l'exposition, son bureau Art Nouveau qu'il avait au 26 rue des Plantes, alors qu'en juin 1940, il a vidé l'appartement avec une amie, Antoinette Sass, elle-même artiste et résistante. Pierre Romanin, ça veut dire que le préfet qu'il est venu à Paris, qu'il a eu des contacts non officiels, puisqu'il prend ici son pseudonyme d'artiste. J'ajoute que ce que pense Jean Moulin est tout à fait carré, pétri de son cours de droit international. Et vous voyez ici cette phrase que je vous lisais tout à l'heure. Jamais une portion du territoire français ne doit être régie par une loi étrangère. Premier acte, il n'accepte pas l'occupation. Deuxième principe aussi sorti du droit constitutionnel. Quand l'État ne subsiste plus, alors c'est la nation qui, lui, est substituée. Et donc l'homme que reçoit, le préfet que reçoit un relevé de ses fonctions, soulagé d'avoir été relevé de cette fonction, on le sait par une correspondance envoyée à sa mère le 11 novembre 1940, en un mot, sans faire dans l'histoire fiction, on sait qu'il était temps qu'il soit relevé de ses fonctions. Il aurait démissionné, ce qu'il écrit dans cette lettre à sa famille. Alors, lorsqu'il est reçu le 25 octobre 1941, l'historien est toujours dans l'embarras parce qu'il n'y a pas de témoin. Mais le général de Gaulle a insisté pour que le séjour à Lisbonne, il y est arrivé le 12 septembre 1941, parti avec des visas nécessaires, espagnols, portugais, en règle, avec un faux passeport au nom de Joseph Mercier. Et il y est arrivé le 12 octobre 1940, resté bloqué un certain temps parce que les autorités anglaises, et notamment le Special Operation Executive, créé par Churchill en juillet 1940 pour engager des actions de subversion dans les territoires occupés par les nazis, souhaitent le récupérer. Pour le général de Gaulle, c'est le premier préfet qui se rallie à la France libre. Alors il ne faut pas croire que son parcours a été un cheminement simple de la pensée. Lorsqu'il a été relevé de ses fonctions, il s'est installé officiellement à Saint-Andiol comme cultivateur dans la propriété de famille. Et fort de son expérience dans la préfectorale, il a cherché, il savait les débuts de la résistance, à entrer en contact avec un certain nombre de noyaux, de groupes. Ce n'est pas encore la résistance. Et il en a fait une recension dont il écrit le rapport lorsqu'il est à Lisbonne. Les services anglais, et notamment Pickewitz, je vous indique cela parce que dans l'exposition, et vous le verrez dans le catalogue, le cabinet du général de Gaulle a écrit à Pickewitz, qui était un officier anglais du SOI, chargé des relations avec la France libre, et qui avait signalé la présence de Jean Moulin à Lisbonne.
Le cabinet du général de Gaulle et sur ordre du général de Gaulle réclamant instamment et rapidement que Jean Moulin, il est cité comme tel dans cette lettre, Joseph Mercier, alias de Jean Moulin, gagne le Royaume-Uni. Il y arrive le 20 et est soumis pendant les 4 jours au débriefing habituel dans les services anglais. On lui réserve un hôtel pas loin de Carlton Gardens. Et au cours de ce déjeuner, l'entente est immédiate et totale sur le patriotisme, sur le sens de l'État. Et de la part de Jean Moulin, il y a eu aussi un mûrissement. Vous imaginez que les deux personnalités sont aux antipodes. Un préfet de gauche, très engagé, et qui le réclame comme tel, un général. Et pour Jean Moulin, alors sans doute Daniel Cordier, ne suis-je pas tout à fait d'accord avec lui, force peut-être un peu le trait en indiquant que chez les Moulins, on avait quelques réserves à l'égard des généraux, oui, puisque le père de Jean Moulin, qui était cofondateur de la Ligue des droits de l'homme à Béziers, défenseur de Dreyfus, avec quelques réserves à l'égard du général Boulanger. Mais les époques sont différentes et on sait que Jean Moulin est très engagé puisque dès 1938, encore préfet de l'Aveyron, et lorsqu'il y a la crise de Munich, il écrit au ministère de l'Intérieur pour se faire mobiliser et faire son devoir. L'armée, pour lui, c'est aussi l'armée de la République. Mais en tous les cas, le général de Gaulle, et sans doute le savez-vous, il y a tous les bruits qui courent, indiquant qu'il est proche de la cagoule, il n'en est rien, mais qu'il est plutôt de la droite maurassienne. Mais un sens du patriotisme fort, un anticonformiste. Je vous renvoie à ses mémoires de guerre où il disait, à 49 ans, j'entrais dans l'aventure. Quelle aventure! Jean Moulin, artiste, ils n'ont pas les mêmes passe-temps. Le général de Gaulle est un penseur militaire, Jean Moulin est artiste, et c'est son second métier, dirais-je. Je ne m'y attarderai pas puisque Bénédicte Vergès-Chaignon vous parlera lors d'un des prochains rendez-vous de soirée auteur de l'artiste et du galeriste. Mais durant la période de la guerre, il faut savoir que Jean Moulin, à tout moment et tout au long de sa vie, dessine tout le temps. C'est une passion et aussi, durant la période de la guerre, une véritable diversion, échappatoire à la pression des moments intenses et lourds qu'il vit au niveau des responsabilités. J'en reviens à ce déjeuner où les deux hommes se mettent d'accord sur la stratégie à adopter. Jean Moulin n'est pas venu sans munitions. Il a écrit un rapport, je vous l'ai dit, sur les projets, les perspectives à offrir aux organisations, aux noyaux qui sont nés en zone sud et dont il a rencontré des représentants. Il y a le groupe Liberté de François de Menthon, le groupe Mouvement de Libération Nationale, cofondé par Berthier Albrecht et Henri Freinet, Libération Sud, et tous ont commencé à publier des feuilles clandestines, etc. Jean Moulin, compte tenu de sa stature de préfet, n'est pas un homme d'organisation, d'une organisation de résistance, mais de l'organisation d'une stratégie globale pour obtenir des moyens de Londres. En octobre 1941 et de Lisbonne, il a eu affaire aussi une lettre extrêmement douloureuse à son ami Pierre Cotte, ministre de l'Air du gouvernement de Front Populaire, et qu'il attendait aux États-Unis, qui lui a facilité la tâche pour ses faux papiers et lui a envoyé de l'argent. Et il lui écrit une lettre douloureuse à chacun sa destinée, et de lui dire aussi que la plus grosse des difficultés, eh bien, c'est d'avoir des relations relâchées, entre guillemets, avec ses amis durant cette période difficile.
Il est arrivé à Londres parce qu'il a compris depuis septembre 1941 et la création du Comité national français de Londres par le général de Gaulle que la France libre devenait un mouvement de référence, un mouvement capable de conduire la France au combat à l'extérieur. Je vous rappelle qu'en septembre 1941, il y a eu un certain nombre de territoires de l'outre-mer français ralliés, qu'il y a une assise territoriale à la France libre et que le général de Gaulle a montré sa voie au Premier ministre Winston Churchill. Fin septembre 1941, du reste, il a fait savoir à Winston Churchill, et sans doute dans la perspective de l'arrivée de Jean Moulin, à qui il va confier des missions, qu'il voulait en quelque sorte prendre du champ, mais surtout prendre la mesure de ce qui se passait en France pour être à la tête et diriger, avoir un contrôle sur l'organisation de la résistance en zone sud. C'est donc dans ce contexte-là qu'avec Jean Moulin, il tombe vite d'accord sur ce qu'il convient de faire et qui va très vite, 25 octobre 1941, et ils ont échangé 2 heures au cours de ce déjeuner, et les principes arrêtés par le général de Gaulle en liaison avec Jean Moulin, c'est séparer l'action militaire de l'action politique, lui donner des ordres très précis concernant la création de ce qui va être l'armée secrète, mission Rex. Et vous voyez le texte là, signé le 5 novembre par le général de Gaulle lui-même, et qui a rédigé, sans doute à partir de les indications que lui indiquait Jean Moulin, ce texte. Je vous renvoie dans l'exposition, vous verrez un document de toute première main prêté par les Archives nationales au musée, et qui est le manuscrit corrigé par le général de Gaulle. Bon, il faut le lire, hein. Ça ne va pas de soi. Mais c'est un exercice de patience auquel je vous invite parce que vous verrez combien les choses sont pensées. Donc, 5 novembre, il signe cet acte, ce premier ordre confié à Jean Moulin concernant l'armée secrète, l'action militaire, et un second concernant l'action politique avec des moyens financiers. 1 500 000 pour l'action militaire et 1 500 000 pour l'action politique, l'objectif étant de donner des moyens d'information, ce que l'on dit à l'époque de propagande, pas de communication, aux groupes de résistance au mouvement qui sont nés pour la plupart autour d'un journal un peu empirique pour poursuivre ce travail. Jean Moulin reste beaucoup plus longtemps que prévu au Royaume-Uni, parce que sans doute il y a à la fois les conditions météorologiques. Il faut toujours avoir dans l'esprit que la France libre comme la résistance dépendent des moyens aériens de Londres et des avions mis à disposition, et tenant compte aussi des conditions météorologiques. Mais il y a une autre raison aussi, c'est que le Special Operation Executive tente à nouveau de recruter Jean Moulin. Comme je vous l'ai dit, c'est une belle prise. Les ralliements de France au général de Gaulle, de ce que l'on appelle l'élite, n'a pas été si dense que cela. Oui, avant Jean Moulin, il y a son ministre de l'Air, son ancien ministre de l'Air, Pierre Cotte, qui a tenté une démarche. Le général de Gaulle a dû les conduire à l'été 1940 parce que parmi ne voulait pas se priver des ralliements des pilotes, des aviateurs, tant l'opinion française et sous le gouvernement de Vichy qui avait commencé avait tellement décrié Pierre Cotte qu'il préférait se priver de ses services. Je ne vous cache pas que les propos de Pierre Cotte à l'égard du général de Gaulle, on le voit dans les échanges avec Jean Moulin, étaient évidemment sévères, indiquant que même si Jean Moulin ne s'en rendait pas compte,
Pour lui, le général de Gaulle était un fasciste, alors que Jean Moulin n'a jamais été dans cette logique. Mais je vous en explique encore une fois le contexte. Et puis, cette période est mise à profit parce que Jean Moulin est familiarisé au parachutage, à Ringway, au codage et au décodage. Et là, on retrouve l'artiste qu'il est, puisqu'il choisit comme clé de code. Il va coder lui-même ses messages jusqu'en juillet 1942, jusqu'à l'arrivée de Daniel Cordier au sein de la délégation générale. Et là, on retrouve, il prend des vers de Tristan Corbière, dont il envisageait d'écrire la biographie, pour lequel il avait illustré les poèmes Amour jaune de 8 eaux fortes qu'il a publiés. Donc Jean Moulin est familiarisé au codage, décodage, et apprend lui-même beaucoup sur ce qu'est la France libre, comment elle fonctionne, parce que de France, qu'en sait-on de la France libre? Peu de choses. Et deuxièmement, la France est sous la chape de plomb qui est l'occupation et aussi le gouvernement de Vichy. Je ne vous l'ai pas dit, mais Jean Moulin a été convoqué pour témoigner en faveur de Pierre Cotte. Enfin, il a témoigné comme ça, puisque à la cour de Riom a commencé le procès organisé par Vichy contre les personnalités politiques de la Troisième République, dont ceux du Front populaire. Et Jean Moulin a été extrêmement carré, en rappelant le courage exemplaire de Pierre Cotte pendant la Première Guerre mondiale, et qui en est sorti comme capitaine avec des citations et croix de guerre. Donc Jean Moulin se familiarise avec la France libre, et finalement, la longueur de sa mission explique que, de son séjour, explique que fin décembre 1941, le général de Gaulle double sa mission, le faisant son délégué pour la zone sud, chargé de mener son action et la séparation de l'action politique de l'action de propagande, mais avec la mission aussi de faire reconnaître le général de Gaulle et d'amorcer la reconnaissance par les groupes de résistance de la légitimité du général de Gaulle, chef de la France libre. Et rédige aussi une lettre. La direction des mouvements de résistance, prenant bien conscience, lettre très touchante du général de Gaulle, leur faisant prendre conscience de ce qu'ils représentent pour la France libre à Londres et de leur sacrifice encouru. Alors cette mission, Jean Moulin, venu se mettre au service du général de Gaulle, repart comme son représentant dûment accrédité. Il dépend de ce qui va devenir le service de renseignement de la France libre, qui devient au cours de l'année 1942 le bureau central de renseignement et d'action, et rend compte de tout ce qu'il fait par télégramme codé au BCRA. Vous verrez du reste dans l'exposition sont présentés nombre de télégrammes décodés adressés par le BCRA et qui font partie de la collection Rivière du CHRD. Je vous parlais tout à l'heure de la grille de codage de Jean Moulin, qui s'est entraîné et qui a fait l'apprentissage de ce qu'est la vie de tout résistant à l'époque. Et cette photo vient du fond de la famille de Jean Moulin, puisque Jean Moulin était parachuté avec deux autres, un officier radio et un radio, Fassin et Montjarret, maintenant le sait, à Oreille, hein, au sud des Alpilles, dans la nuit du 31 du 1er au 2 janvier 1942. On le sait récemment, alors peut-être Laurent Douzou l'aura-t-il dit, je ne sais pas. Mais on ne le sait de manière certaine que depuis peu, parce qu'un de nos amis historiens, Jean-Marie Guillon, qui est professeur émérite de l'université Aix-Marseille, en travaillant dans les archives de Bouches-du-Rhône, a découvert le procès verbal de la gendarmerie daté du 6 janvier 1942,
concernant la découverte de parachutes et d'une action de parachutage. Et puis un autre passionné d'histoire qui a contribué aussi. Oui, Benoît Sen. L'autre procès verbal de gendarmerie faisant état d'une autre découverte à la fin janvier, 23 janvier je crois, 1942, des autres parachutes. Donc c'est intéressant et on peut dire que, avec précision maintenant, qu'il ait été parachuté à Oreille. Son année 1942, je ne vais pas entrer dans ce détail de son action parce que ce n'est pas le propos, c'est les relations avec le général de Gaulle et comment il remplit sa mission. Vous imaginez aisément que ce n'est pas sans difficulté que Jean Moulin se fait reconnaître comme délégué du général de Gaulle par les chefs des groupes de résistance, pour une raison simple. Ces groupes de résistance et de résistants ne se sont pas constitués nécessairement en fonction de l'appel du général de Gaulle. Mais c'est une réaction spontanée contre l'occupation. Je vous renvoie à toutes les motivations des uns et des autres. Lucie Aubrac disait « J'aime pas bien qu'on envahisse mon territoire ». Contre l'occupation, contre le gouvernement de Vichy, pas toujours. Je rappelle qu'Henri Freinet a été capitaine de l'armée d'armistice et qu'il a démissionné au début de 1941, et contre l'occupant. Mais en zone sud, pas touché directement par l'occupant, les motivations sont aussi, parfois pour certains, contre le gouvernement de Vichy et la captation et la privation de ce qu'a été la République. Toujours est-il que les documents micro-photographiques présentent Jean Moulin et la lettre du général de Gaulle émeut les résistants. Les autres atouts sont forts et pas des moindres, puisque Jean Moulin, dûment accrédité, offre les moyens financiers, qui ne sont pas rien, et les moyens radio, ainsi que les moyens aériens à venir. Cette photo, prise dans le Sud, avant-guerre, mais je la présente généralement pour vous dire qu'on est loin de l'image habituelle de Jean Moulin durant cette période où il est sur le terrain, et qui affublé du béret et de la canadienne. Mais il n'y a pas de photo de cet ordre-là. C'est la raison pour laquelle je vous montre celle-là. Ici, les chefs de mouvement de zone sud avec lesquels il est en contact par réunion hebdomadaire, et de Saint-Andiol, il a installé son état-major ici, à Lyon, pour être au plus près. Son état-major réduit à lui seul au départ. Il faut imaginer que Jean Moulin est un homme très seul jusqu'en juillet 1942. Il est aidé accessoirement et secondairement de sa sœur, Laure Moulin, et de Antoinette Sass, amie de cœur, artiste, et qui est à Beauvallon dans le Var, et qui lui sert d'agent de liaison comme d'assistante dans la résistance. Là, vous avez les principaux chefs, Henri Freinet, Emmanuel Dastier-Lavigerie pour l'élévation sud, Jean-Pierre Lévy, franc-tireur, François de Menton, Liberté. J'ajoute que seul des quatre, François de Menton, connaît la véritable identité de Jean Moulin. Ils se sont connus avant-guerre. François de Menton est un professeur de droit et il avait des mots, du reste, comme c'est la branche plutôt de droite de la résistance, assez sévère à l'encontre du Front populaire. Et Jean Moulin était dans l'esprit de ceux qui l'ont connu, l'homme du Front populaire, préfet engagé, républicain de gauche, comme je vous l'indiquais. Au cours de cette année 1942, il s'emploie à structurer et à mettre en place des services, une agence de presse clandestine, un bureau d'information de presse qu'il confie à Georges Bidault, agrégé d'histoire de la promotion de 1925, dont le second est Pierre Brossolette, et qui a fait carrière dans le journalisme de l'Aube. Daniel Cordier, alias Alain, Laure Diebold, c'est sélectif, désolé, mais ce sont les trois personnes là
les 4 personnes dont il est le plus proche pendant cette période, Hugues Limonti, Lord Diebold, et qui mettent sur pied la délégation générale. Alors, au cours de cette année 1942, outre tous les services, il a petit à petit réussi à faire reconnaître l'autorité du général de Gaulle. Première étape, 14 juillet 1942, Maurice Schumann annonce sur les ondes de la BBC, à l'émission Les Français parlent au français, que la France libre devient la France combattante, pour y intégrer un pan important qui est la résistance intérieure aussi. Et que cette année 1942, il a agi indéniablement. J'ai pour habitude, quand j'évoque Jean Moulin à la mission Rex, de parler de préfet de la résistance. C'est un organisateur né. C'est un diplomate, mais qui sait, tous ceux qui l'ont connu, et je vous invite à regarder l'exposition, en écoutant les témoignages, s'accordent à dire qu'il avait un certain charisme et une autorité naturelle. Et qu'à force de réunions hebdomadaires, etc., il convainc, au point qu'à l'automne 1942, Emmanuel Dacier de la Vigerie et Henri Freinet, qui sont à Londres, Jean Moulin aurait dû en être, mais les aléas des liaisons d'avions ont empêché de rejoindre. Il est conforté dans son autorité puisque le général de Gaulle met sur pied le comité de coordination des mouvements de zone sud, lui en confie la présidence, ce qui est un beau satisfecit, avec ce qui est concrétisé, l'armée secrète, pour lesquels les résistants, eu du mal à trouver un chef, qui est le général de l'Estrin, qui a accepté cette tâche louable, parce que c'est un homme des chars, que le général de Gaulle connaît bien et qui a accepté qui a confirmé cette nomination. C'est un de ses anciens chefs. Et le général de l'Estrin, 63 ans, ne mesurait pas ce qu'était la vie clandestine et s'y plonge et en accepte tous les aléas. J'ajoute que, quelque temps avant, le 17 octobre 1942, alors je crois que c'est celui-là, le chef du BCRA, le colonel Passy, a établi cette proposition faisant de Jean Moulin compagnon de la libération qui a été signé du général de Gaulle. Alors, je ne sais pas, vous la lisez sans doute, mais je mets l'accent sur plusieurs choses. A permis, par un travail particulièrement constructif, le regroupement et l'organisation des éléments de résistants français, apportant ainsi à son pays et à la cause alliée une contribution exceptionnelle. Chose méconnue, le dernier paragraphe, vous le lisez, a été à la base des manifestations de résistance patriotique du 1er mai et 14 juillet en France non occupée, qui ont permis d'affirmer au monde l'existence d'une seule France combattante. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais tout de même à peine. Sur le contexte, sur le contexte général de la guerre, depuis décembre 1941, à la suite de l'agression contre la flotte américaine d'Hawaï par les Japonais, les États-Unis sont en guerre. Et au gouvernement de Vichy, il n'y a plus d'ambassadeur. L'ambassadeur a été rappelé, changé par un chargé de mission TUC, et qui mesure en zone sud le changement dans l'opinion. Alors, pour ceux qui veulent en savoir davantage, je vous renvoie aux travaux de Pierre Laborie, l'historien décédé, sur l'évolution de l'opinion publique française. À cela aussi, il y a eu des mouvements, et des mouvements parmi le mouvement ouvrier français, et l'action d'Yvon Moranda avec lequel Jean Moulin a travaillé, et qui ont suscité un certain nombre de grèves en région et en zone sud. Donc, c'est un tournant. Mais, j'allais dire, coup de tonnerre en novembre 1942, avec le 8 novembre,
le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie. C'est un coup de tonnerre pour la France combattante, alors que jusqu'ici, elle était mise sur les rails et elle représentait, au fond, la seule France au combat à l'intérieur et à l'extérieur, patatrac, puisque sur place, les Américains, le général Clark, négocient avec l'amiral Darlan, chantre de la collaboration et qui a été pendant 18 mois ministre du gouvernement de Vichy et qui se trouvait à Alger à ce moment-là. Et ce n'est pas le général Giraud qui était parti évader d'Allemagne et qui avait été choisi à la fois par les Américains et par les résistants qui ont aidé en Afrique du Nord, notamment en Algérie, l'opération pour aider les Alliés. Giraud est passé par Gibraltar, a perdu du temps et n'est pas là au moment où les Américains débarquent. Et pour rallier l'armée d'Afrique qui est fidèle au maréchal Pétain, les Américains négocient avec l'amiral Darlan. J'ajoute qu'ils ont résolument tenu à l'écart le chef de la France libre, le général de Gaulle. Le coup de théâtre est terrible aussi bien à Londres qu'il avait pressenti les jours précédents. Et pour la résistance, pour vous donner la mesure d'une dimension qu'on ne voit pas toujours chez Jean Moulin, c'est sa dimension de la stratégie internationale en temps de guerre. Il en mesure tout le danger immédiatement. Et c'est déjà l'amorce de quelque chose, puisqu'il fait rédiger une de Libération, le journal Libération pour Libération Sud, le 19, où il fait indiquer dans son numéro 19 qu'il ne saurait être question. Je vais vous en citer dès que j'ai retrouvé la citation. Elle est extrêmement forte et elle est portée directement à Londres par Yvon Moranda, indiquant qu'il ne saurait être question que les résistants ne veulent pas que le ralliement des traîtres soit considéré comme une excuse pour les crimes passés et demandent que les destins nouveaux de l'Afrique du Nord libérée soient au plus tôt remis entre les mains du général de Gaulle. Discours évidemment, message fort apporté au général de Gaulle, qui lui-même fait diffuser par Radio Londres un message tout aussi fort. C'est le début de dures négociations, puisque à la fin de l'année 1942, Darlan est éliminé par un jeune résistant, le 24 décembre, Fernand Bonnier de la Chapelle, et que les Américains imposent le général Giraud comme commandant en chef civil et militaire. Et ne croyez pas que je force le trait, puisque j'ai eu à travailler pour mon doctorat d'État sur l'Afrique du Nord dans la guerre 39-45, le général Giraud gère les affaires françaises au nom du maréchal Pétain empêché, à tel point que des proches officiers qui l'ont soutenu parlent d'un pouvoir fasciste sous protectorat américain. Que les Français libres ont la même réaction. Je peux vous citer le général Leclerc d'Hautecloque, qui emploie des termes tout aussi forts pour indiquer qu'il est hors de question de laisser les Américains continuer de soutenir un pouvoir de traîtres, de collaborateurs. La situation est bien perçue par Jean Moulin, et je vais vous livrer un épisode. Je vous ai montré tout à l'heure Lord Diebold. Il l'a fait venir auprès de lui en octobre, fin octobre 1942, parce qu'il était voilà, Lord Diebold. Le colonel de l'INAREST, qui était à l'état-major du général Giraud, était en quelque sorte déshérence, puisque le 5 novembre, l'opération d'exfiltration du général Giraud vers l'Afrique du Nord, par bateau, par sous-marin, jusqu'à Gibraltar, est opérée avec le réseau Alliance. Et le colonel de l'INARES s'est rapproché de Jean Moulin, qui a négocié sa venue à Londres pour
le mettre en lieu sûr. Et lequel colonel de Linares a montré à Jean Moulin, Rex, les archives du général Giraud montrant les perspectives d'action du général Giraud. Et Jean Moulin a convié Lord Diebold pour lui faire taper un rapport présenté d'une manière que seul savait faire une précieuse dactylo, pour que le général de Gaulle puisse aller immédiatement à l'essentiel et en perçoive tous les dangers. Et l'accélération de l'unité de la résistance découle précisément à la fois des ordres donnés par le général de Gaulle sur la réunion du comité de coordination de zone sud, mais qui va plus loin encore avec la réunion le 26 janvier 1943 des mouvements unis de la résistance. La réunion fondatrice a lieu avec les chefs de résistance et le général de Lestrin à Miribel dans l'Ain, au moment précisément où le général de Gaulle est à Anfa, dans la banlieue de Casablanca, où se tient la conférence alliée Winston Churchill, Eisenhower, Roosevelt, pardon. Staline n'a pas pu venir, parce que je vous rappelle que janvier 1943, on est en pleine fin de siège de Stalingrad qui a commencé en octobre, et que la présence de Staline est requise sur le terrain, bien sûr, pour soutenir l'armée rouge. Et donc, le général de Gaulle a été sommé littéralement par Churchill, sur ordre de Roosevelt, de venir à Alger et de s'entendre avec le général Giraud, ou plus exactement d'être subordonné au général Giraud. Je n'ai pas besoin de vous dire le manque d'appréciation politique, comme le dirait André Caspille, le biographe de Roosevelt, de la perception de Roosevelt comme de Churchill. Mais je vous rappelle les phrases de Churchill, qui avait dit au général de Gaulle, « Entre vous et le grand large, je choisirai toujours le grand large », faisant référence au poids de l'économie de guerre des États-Unis, de ce que cela représentait. Cette entrevue où on oblige les deux généraux à se serrer la main n'est que de façade parce que tout reste à faire. Et Jean Moulin perçoit très bien, et je vous ai cité tout à l'heure ce texte paru dans Libération. Ce que j'ai omis de vous préciser, c'est que, outre les chefs de mouvement de zone sud, il y a associé le mouvement ouvrier français, Yvon Branda, et le comité d'action socialiste. Le parti socialiste est reconstitué dans la clandestinité et en zone sud, et tout ceci avec le blanc-seing de Léon Blum, qui lui-même, de ces geôles où il est interné, a fait savoir déjà à la fin de l'année 1942 à Roosevelt que le général de Gaulle était le chef avec lequel il devait, le chef des intérêts français avec lequel il devait traiter. Donc, je vous indique les mécanismes parce que, alors que Jean Moulin n'était pas pour la résurgence des partis politiques, etc., pour convaincre les Alliés, les mouvements de résistance ne suffiront pas. Cela ne représente rien pour les Alliés sur le plan international. En revanche, les partis politiques reconstitués dans la clandestinité, les syndicats, évidemment, ça compte. Jean Moulin, dans le rapport que je vous citais tout à l'heure, qu'il a rédigé à Lisbonne, avait indiqué l'action des communistes qui avaient lancé au cours de l'été 1941 toute cette série d'opérations directes et d'attentats contre l'occupant chers de répression, coûteuse en répression, puisque c'est la politique des otages mise en œuvre par le gouvernement de Vichy. Et il sait qu'il faut créer un organisme qui va réunir toutes les bonnes volontés, toutes les composantes de la résistance, qui parlent davantage aux Alliés, la démocratie américaine, pour faire simple. Il n'en a pas la paternité. Il pense à un conseil de la résistance, mais ce sont les socialistes, et Daniel Meyer et Léon Blum, qui
ont pensé à un organisme de cet ordre. Et donc, le général de Gaulle, Jean Moulin, veut, depuis déjà l'automne 1942, faire le point avec le général de Gaulle et lui montrer tous les dangers, mais de France, de zone sud. Jean Moulin est au courant, je vous parlais des archives tout à l'heure du colonel de Linares, eh bien qu'à l'issue du débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie, il y a eu l'invasion de la zone sud, avec la dissolution de l'armée d'armistice, et que s'est créé un groupe de résistants, l'organisation de résistance de l'armée, qui soutiennent le général Giraud, mais pas le général de Gaulle. Et donc, tous les dangers, il veut les présenter, et vous voyez là, en quelque sorte, la concurrence par rapport à l'armée secrète, et surtout, la difficulté d'unir au moment opportun pour l'objectif final qui sera un débarquement sur les côtes de France, parce que le débarquement a nourri, début 1943, tous, y compris les Allemands, la Wehrmacht, tous les acteurs, ennemis, alliés, résistants et Français libres, sont convaincus qu'il y aura un débarquement en 1943 sur les côtes par les Alliés. C'est dans ce contexte, et pour asseoir l'autorité du général de Lestrin, qui a quelque peu du mal avec les chefs des groupes de résistance, ça ne va pas de soi. Dites-vous bien qu'en période de guerre, les difficultés généralement sont exacerbées par les circonstances de la guerre et puis les arrestations. Pour votre information, je vous rappelle que depuis septembre 1942, le gouvernement de Vichy, avant même l'invasion de la zone sud, a autorisé les voitures radiogoniométriques allemandes à opérer en zone sud, ce qui implique des dangers majeurs pour tous ceux qui opèrent. Je rajoute que Jean Moulin a mis sur pied un service de transmission et un bureau des opérations aériennes et maritimes. Son second séjour à Londres se déroule du 14 février à fin mars. Il est parachuté fin mars avec Christian Pineau et le général de Lestrin à Melay. Lors de cette mission, il y a un épisode tout à fait exceptionnel de la Seconde Guerre mondiale. À son arrivée, le 14 février, le général de Gaulle le convie dans sa résidence privée, dont vous voyez ici la photographie, à Frogmore à Hampstead, à Londres. La famille de Gaulle y a été qu'un temps, pas toute la guerre, pour lui remettre personnellement la croix de compagnon de la libération. C'est un phénomène unique de toute la Seconde Guerre mondiale. Et ça montre un fait que le général de Gaulle relate lui-même dans ses mémoires de guerre. Il est frappé, lorsqu'il revoit le Jean Moulin, du résistant, du chef de la résistance qui a gagné en autorité, en maturité, dans la connaissance de ce qu'est la résistance, des enjeux internationaux. C'est pas la preuve. Enfin, je vais dire, cette maturité sur le plan international, Jean Moulin l'a déjà perçu en 1938, puisque je vous indiquais tout à l'heure, au moment de la crise de Munich, il avait demandé à se faire mobiliser sur les drapeaux, et il a réitéré sa demande en novembre. Cette perspective de l'avenir de la guerre essentielle pour le général de Gaulle, et il vient avec des propositions. Alors cette remise se fait avec les protagonistes que vous voyez là, le général de Lestrin, bien sûr, André de Wavrin-Passy, Pierre Bilotte, qui est chef d'état-major particulier du général de Gaulle, André Manuel, l'adjoint de Passy au BCRA, et André Philippe. Alors on connaît les circonstances de cette remise par les mémoires du colonel Passy. Et en juin, le 17 juin 2021, eh bien, a été inauguré à Londres par le Souvenir français. Le Souvenir français, qui est une association mémorielle
l'une des plus anciennes en France, 1889, a des délégations à l'étranger. Et donc cette délégation à Londres, eh bien, a fait dévoiler cette place, cette plaque à la mémoire de Jean Moulin, le faisant, rappelant que le général de Gaulle lui a remis la croix de compagnon de la Libération. Alors, lors de ce séjour à Londres, où le Jean Moulin est logé pas loin du général de Gaulle, à Pall Mall, si certains connaissent Londres, tout près de Carlton Gardens, dans le secteur de Buckingham Palace, et peu savent où sont logés les deux résistants de l'Estrin et Jean Moulin. J'ajoute que les deux hommes ont des réunions avec les Alliés, avec l'état-major, le chef de l'état-major impérial britannique, le chef du SOI et le représentant des Américains auprès de la France libre, pour développer les moyens et donner des moyens à la résistance en vue de ce qui est le tournant de la guerre et dont on pense qu'il y aura un débarquement pour lequel il faudra aider les résistants lors de l'insurrection et des opérations pour appuyer les Alliés. Et donc il y a des réunions dont les comptes rendus, du reste pour votre information, sont dans les archives de l'Ordre de la Libération. Compte rendu de ces réunions auxquelles tient beaucoup Jean Moulin pour obtenir des moyens, et avec le général de Gaulle, plusieurs entretiens qui débouchent sur déjà des instructions qui ont été données par le général de Gaulle à Jean Moulin dès le 21 février, et où il lui dit, en l'occurrence, qu'il faut accroître son autorité, et son autorité à l'ensemble de la France, pour la bonne raison que ça n'a plus de sens de limiter la zone sud, puisque la France est entièrement occupée depuis le 11 novembre 1942. Mais avec de plus forts pouvoirs, être son représentant pour l'ensemble de la France, et étendre toute l'action, y compris l'action secrète, l'armée secrète en zone nord, qui est à construire. Elle en est encore, ce premier trimestre 1943, aux prémices en zone nord. Mission étendue, et on sait que Jean Moulin a pesé sur le général de Gaulle pour que soit mis en place ce Conseil de la résistance qui regroupe toutes les composantes de la résistance. Mouvement de résistance de zone sud, de zone nord, partis politiques et syndicats. Et pour donner encore plus de poids et d'autorité à Jean Moulin, il rédige une ordonnance le 3 avril 1943 faisant de Jean Moulin commissaire national d'État en mission. Cela veut dire, en langage décodé, ministre clandestin en mission. Pouvoir fort, unique, et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et unité importante à créer pour que le moment venu y ait une France unie au combat. Et ce dont il s'agit, c'est peser sur les négociations le général Giraud et le général de Gaulle et faire fléchir le général Giraud, qui s'en tient au fait que le général de Gaulle devrait lui être subordonné et qui, par ailleurs, vous l'avez compris, est fâché avec les lois de la République à Alger. Du reste, après la conférence d'Anfa, j'ai omis de vous dire que Roosevelt, voyant la pensée du général Giraud et mesurant le personnage, avait demandé à Jean Monnet, personnalité française qui était aux États-Unis, d'être son représentant immédiat auprès du général Giraud pour infléchir son état d'esprit vers plus d'esprit républicain, avec un moyen extrêmement persuasif. À la conférence d'Anfa, il avait été convenu que les États-Unis armeraient 12 divisions à partir de l'armée d'Afrique. Donc ce moyen de pression a été utilisé et le général Giraud
a été amené à prononcer, à libérer les prisonniers politiques qui étaient dans les camps. Quand je dis prisonniers politiques, c'est les antifascistes, antinazis, républicains espagnols, gaullistes, juifs, etc. Il y avait 15 000 prisonniers politiques au moment du débarquement anglo-américain, le 8 novembre 1942, dans les camps et dans des conditions extrêmement difficiles. L'étape, ce qu'il faut savoir, c'est que les négociations que mène Jean Moulin, lorsqu'il revient, la partie est difficile, parce que le temps de son absence qui a été longue, c'est le rapport que je vous montais, ce compte-rendu de réunion avec les protagonistes alliés, Amiral Stark, Robin Brooke, et de l'Estrin pour obtenir des moyens à la résistance. Et il aurait dû rentrer beaucoup plus tôt, et pour des problèmes de météorologie et de lune, il y a une première opération aérienne qui devait le déposer, qui a dû revenir au Royaume-Uni. Et il y est resté jusqu'à fin mars 1943. Et là, vous voyez, de la main de Jean Moulin, c'est signé du caporal Mercier, qui propose Nef, c'est-à-dire Henri Freinet, Dastier et Lévy, compagnons de la libération, pour les sacrifices qu'ils consentent. Ce qui vous montre bien que, quelles que soient les divergences, c'est forte. Et à son retour de Londres, Jean Moulin doit les affronter. Il n'en demeure pas moins qu'il mesure tous les dangers qu'ils encourent. Quand il revient, la situation a évolué en zone sud parce qu'il y a un des mouvements de résistance combat qui, estimant qu'il n'a pas assez de moyens financiers, ce qui est vrai, je vous ai indiqué qu'à Londres, Jean Moulin négociait plus de moyens financiers, eh bien, utilise par la Suisse, ce qu'on appelle la filière suisse, les contacts avec les Américains pour financer un mouvement de résistance. Vous voyez le danger que mesure tout de suite Jean Moulin en se disant c'est la désunion majeure et que tout peut être à tout moment compromis. Et en zone nord, la situation n'est pas meilleure parce que en janvier et février ont été envoyés en mission le numéro 1 et 2 du BCRA, Passy, et Brossolette d'abord et Passy, pour des missions de grande importance, puisque Pierre Brossolette, qui connaît bien la résistance de zone nord, a été envoyé pour forger les états-majors de l'armée secrète auprès des mouvements de résistance de zone nord, et le colonel Passy, ce qui est son métier, de développer les centrales de transmission des réseaux. Pierre Brossolette a outrepassé les ordres et a créé un comité de coordination de zone nord, si bien qu'à son retour, Jean Moulin, qui a donné des ordres à la délégation générale de transfert à Paris pour y mettre en place l'État clandestin, il n'y a plus lieu d'être à Lyon, mais il y a toujours des allées et venues avec Lyon, d'autres services sont encore à Lyon, et est confronté immédiatement à la fronde des mouvements de zone nord. Il doit entériner la création de ce comité de zone nord, mais surtout les convaincre qu'il faut reconnaître l'autorité du général de Gaulle. Il sait que certains mouvements de zone nord ont des contacts avec le général Giraud. Et donc, je ne vais pas entrer dans les détails parce que le temps tourne, mais il lui faut un bon mois et demi pour à la fois contacter, réunir, par des réunions multiples, et imaginez, dans Paris occupé, ça n'est pas simple du point de vue de la sécurité, pour parvenir à un accord dont il fait part au général de Gaulle par télégramme successif. Il lui rencontre des étapes de sa mission. Le 7 mai, il confie un rapport à Francis-Louis Closon, que je ne vous ai pas cité, mais qui était le directeur adjoint, le directeur au commissariat national à l'intérieur à Londres, dans les services de la Francie. Il y avait un commissaire à l'intérieur, enfin différents commissariats
dirigé par André Philippe, mais son directeur, Francis-Louis Closon, a été chargé de mission auprès de Jean Moulin, chargé des missions délicates. Jean Moulin l'a rencontré à Londres et il est un des rares, je vous renvoie aux mémoires de Francis-Louis Closon, à rencontrer à Palmol, à son appartement, Jean Moulin, durant son séjour londonien, pour définir la stratégie. Et ce que Jean Moulin ne veut pas, c'est que la mission échoue par des fuites qui immédiatement seraient transmises aux Alliés et compromettraient tout ce qui est en construction. Et donc il confie à Francis-Louis Closon un rapport en clair où il met le général de Gaulle en garde. Alors je vous le dis de mémoire. Il lui dit, mon général, de quoi s'agit-il pour vous? Vous aurez contre vous les Allemands, Vichy, Giraud, voire les Alliés. Je veux dire, je ne vous cite pas tout le rapport qui est très étoffé, et il lui décrit ce que je viens de vous indiquer en quelques mots. Toutes les difficultés, tout le travail de relation du général Giraud avec l'ORA, l'organisation de résistance de l'armée, mais des contacts avec des mouvements de résistance, et que la partie à jouer, c'est que la résistance soit unie derrière le général de Gaulle. Le 15 mai, il lui envoie, le 16 mai, il lui envoie un télégramme lui indiquant, il est devenu Max, hein, j'ai oublié de vous le dire au passage de retour de Londres, et indiquant au général de Gaulle que le Conseil de la Résistance est en bonne voie. Ça veut dire qu'il a pu contacter les différents chefs des partis politiques et syndicats et mouvements. Et la réunion a lieu le 27 mai. Alors, pour vous indiquer le poids de cela, un des résistants, et ce n'est pas mon propos, mais un des résistants qui a joué un rôle majeur avec d'autres résistants à Alger pour faciliter l'arrivée des Américains le 8 novembre 1942, José Aboulker, était à Londres et le général de Gaulle lui donnait la mission, comme il était étudiant en médecine, d'être chef du service de santé des maquis en France. Et José Aboulker était dans le bureau du général de Gaulle, un jeune impressionné, il n'avait que 22 ans, par la stature du général de Gaulle, lui qui était gaulliste. Le terme était déjà d'actualité, employé à l'époque. Et il ne comprenait pas, le général de Gaulle parlait de Rex, de Max, il ne savait pas qui c'était, mais il sentait que là, il y avait un événement important, et bien c'était le jour où le général de Gaulle a reçu ce télégramme indiquant que le Conseil de la Résistance, j'insiste là-dessus, c'est le nom de Jean Moulin, allait se réunir prochainement. Alors il s'est réuni le 27 mai 1943 au 48 rue du Four, dans un appartement prêté par une connaissance du temps du ministère de l'Air, Alain Corbin, et du reste la grande table, sous ton contrôle Isabelle, est présentée dans l'exposition, vous la découvriez au fond de l'exposition. Et ont été réunies les 16 composantes de la résistance, 8 mouvements de résistance, 5 partis politiques, 2 syndicats. Cette photo est prise après, vous l'avez bien deviné, hein. C'est l'année, c'est en 1945. Et cette réunion a duré un certain temps, puisqu'ils se sont tous mis d'accord sur une motion soutenant le général de Gaulle, rétablissement les principes républicains, et à la veille du départ du général de Gaulle à Alger. J'ai omis de vous dire tout à l'heure que lorsque Jean Moulin a envoyé a remis à Francis-Louis Closon ce fameux rapport sur les difficultés qu'allait rencontrer le général de Gaulle, c'est que les négociations de la résistance ont pesé sur le général Giraud, qui a accepté de recevoir le général de Gaulle à Alger pour créer un organisme pas simple, qui va déboucher vite sur l'éviction du général Giraud, à double tête, le général de Gaulle et le général Giraud.
Et lors de la réunion au 48 rue du Four, les résistants, le nom est générique pour l'ensemble, écrivent et apportent leur soutien au général de Gaulle pour diriger l'action politique de la France au combat, le général Giraud devant lui être subordonné. La suite, je ne m'y attarde pas, mais vous découvrirez, et dans le catalogue, je crois, le rapport du 4 juin de Max à André Philippe, le commissaire national à l'intérieur, où lui raconte les circonstances et les difficultés d'organiser une telle réunion en plein Paris occupé. Et des services de sécurité mis en place avec des gardes dehors et des veilleurs dehors et aussi à l'intérieur. La suite, Jean Moulin arrêté, le général de Gaulle, je vous ai cité d'emblée tout à l'heure ce qu'il avait indiqué. Il est de ces chefs qui incarnent la force et qu'on ne remplace pas. Ne remplace pas. C'est le drame à Londres. Tout s'écroule. C'est un drame humain, compte tenu des circonstances de la fin de Jean Moulin, mort des conséquences de la torture. Et c'est un drame politique, puisque Jean Moulin était président du Conseil de la Résistance, président des comités de coordination, seul délégué du général de Gaulle pour la France occupée. La résistance, et là j'emploie les termes d'un historien français libre, Jean-Louis Grémy-Briac, la résistance ne sera plus ce qu'elle était. Mais, un an plus tard, l'insurrection, la libération de Paris montreront que ceux qui ont été arrêtés, que ce soit le général de Lestra et Jean Moulin et Brossolette, auront contribué, auront tracé au moins la voie pour Jean Moulin d'une France unie au combat derrière le général de Gaulle. Alors, Jean Moulin mort, le souvenir du général de Gaulle demeure vivace. Et je vais commencer par la cérémonie qui l'a rendu célèbre de l'ensemble de la France, le 19 décembre 1964, quand le général de Gaulle, et à la suite de tout un travail de la sœur de Jean Moulin, Laure Moulin, des associations de résistants, la panthéonisation de Jean Moulin, servie par un discours anthologique d'André Malraux, ça c'est l'acte le plus fort. Mais dès le 27 mai 1945, le général de Gaulle, qui à ce moment-là, le 27 mai 1945, ne sait pas que Jean Moulin est mort des suites des tortures en mai 1945, on ne le sait pas, et pour les résistants, et Georges Bidault, qui était un des plus proches de Moulin, comme Daniel Cordier, imaginait qu'il avait été déporté en camp de concentration. Et le 27 mai, ils se réunissent et vous voyez la force du symbole. Il y a Alexandre Parodi, ministre des Territoires occupés, ministre délégué du général de Gaulle, qui a succédé à Jean Moulin comme délégué général, Georges Bidault, qui a succédé à Jean Moulin comme président de ce qui est devenu le Conseil national de la résistance. Jean Moulin ne voulait pas appeler Conseil national parce qu'il y avait le Conseil national à Vichy. Donc c'était le Conseil de la résistance. La sœur de Jean Moulin, donc vous avez là les protagonistes. Là, vous voyez Louis Saillant, qui était le président du Conseil parisien de la Libération. Au 48 rue du Four, donc fort symbole. Mais ce n'est pas tout. Jean Moulin, premier combat, le journal qu'il a rédigé et qui a été enterré dans le mazet qu'il avait acheté en 1940 par sa sœur. Sa sœur l'a fait éditer aux éditions de Minuit, hein, c'est tout un symbole, a été préfacé par le général de Gaulle. Alors rien que ça, c'est exceptionnel. Le général de Gaulle a peu préfacé, très peu préfacé, un ouvrage sur Leclerc en Afrique et premier combat de Jean Moulin. J'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est tout à fait exceptionnel. Et il commence sa préface, je vous laisse
vous y plongez, Max Pur, et Bons Compagnons, etc. Ce n'est pas tout, c'est qu'en 1958, le général de Gaulle inaugure la plaque rue Dufour. Il n'est pas encore au pouvoir. Alors, clin d'œil, habité pas à 48 Dufour, rue des Plantes, où Jean Moulin avait loué son studio à partir de 1934. Studio d'artiste dont je vous ai dit tout à l'heure, qui est présenté la table dans la salle d'exposition. Et alors, clin d'œil du destin, Lucien Legros est un des 5 martyrs du lycée Buffon qui a habité ce bâtiment rue des Plantes. Je vous ai dit, Jean Moulin l'avait déménagé en juin 40 avec Antoinette Sass. Clin d'œil aussi, mais pour l'artiste, Chaim Soutine, que Jean Moulin connaissait, a habité cet immeuble. À l'été 1960, le général de Gaulle fait une tournée dans le sud, à Sète, etc., et se rend au plateau des Poètes à Béziers, où se trouve le monument de Marcel Courbier, ami de Jean Moulin, et qui a réalisé cette sculpture, cette stèle et cette sculpture à sa mémoire. Alors voilà ce que je voulais vous dire, et je ne manquerai pas de terminer par une citation forte du général de Gaulle lui-même. Attendez, je vais vous la retrouver de suite. Il écrit, le général de Gaulle, à Laure Moulin. Alors là aussi, je vous renverrai à l'intervention de notre ami Thomas Rabineau, qui a écrit la biographie de la sœur de Jean Moulin, et puis l'autre Jean Moulin. Il écrit à Laure Moulin, le 12 décembre 1947, « Votre frère, je l'ai bien souvent réuni dans mon esprit et dans mon cœur à Leclerc, qui vient à son tour de disparaître. L'un comme l'autre servait pour servir, mais avec quelle capacité et quelle noblesse. » Je vous laisse méditer. Leclerc était mort le 28 novembre 1947 d'un accident d'avion. Mesdames et messieurs, merci.